Alors, après une première slide d'introduction, aujourd'hui, on passera en revue un peu tout ce qui est assistant IA. Ce sont des petits outils qui existent déjà dans la plateforme Esri. On aura un deuxième module qui sera sur tout ce qu'on va appeler la GeoIA. Et puis, on terminera par tout ce qui est configuration et licence, donc tout ce que vous avez besoin si vous souhaitez vous lancer, si ce n'est pas encore, si c'est pas déjà fait dans l'aventure de l'IA au sein d'Esri. Et puis, comme d'habitude, pour terminer, les liens, des liens utiles et la session Q&A où on répondra à vos questions et réponses. Alors, pour commencer, d'abord, on a souhaité faire la distinction entre deux gros modules en termes d'IA dans l'environnement Esri. Un premier module qu'on va appeler tout ce qui est IA générative. L'IA générative doit être vue comme tout système d'intelligence artificielle qui va être capable de générer pour vous du texte, des symbologies de cartes, des formulaires sur base d'invites de prompt. Donc, comme vous avez un peu dans ChatGPT, vous avez un prompt, vous tapez du texte, vous tapez votre question et il va y avoir une interaction, un espèce de dialogue qui va se créer euh, avec l'IA générative. Vous allez voir que plus tard que ça arrive déjà à plein d'endroits au sein d'Esri et ça va certainement arriver de plus en plus et modifier certaines de vos habitudes que vous allez avoir au quotidien. Ça, je pense que cette IA générative, vous allez être amené à tous l'utiliser un jour ou l'autre. Et puis, il y a la GeoIA. La GeoIA, c'est plutôt toutes les techniques, tous les outils qui vont vous permettre d'extraire, d'automatiser l'extraction de géodonnées ou l'analyse de géodonnées à partir d'outils d'IA. Donc là, il y aura plus une volonté de votre part d'aller utiliser des outils pour extraire de l'information ou faire de l'analyse d'information. Alors, en parlant d'assistant IA dans ArcGIS, ben, comme je le disais juste avant, c'est déjà là. C'est déjà là dans différents modules. Il y a différents assistants qui sont présents des fois en version bêta. Si vous êtes inscrit au programme de bêta, ben, vous pouvez déjà y avoir accès. Des fois, c'est déjà running et live dans certains produits. Ceux qui utilisent pour le moment la dernière version d'ArcGIS Pro, la 3.3, vous avez peut-être vu qu'il y a, lors de l'installation maintenant, la possibilité d'installer un petit module additionnel qui va modifier la façon de faire vos recherches euh, dans un Régis Pro. Donc vous allez avoir maintenant un outil qui est un peu plus basé sur de la sémantique et qui va être capable aussi de vous faire des suggestions de méthodes de travail, d'outils travailler. Donc, vous allez plus venir avec votre problème, je souhaite faire cette opération-là, comment puis-je faire? Et il va vous donner une succession d'opérations à faire. Dans la version bêta également, dans tout ce qui était web mapping, et ça arrive également dans ArcGIS Pro, il y a la possibilité, il va avoir la possibilité aussi très rapidement maintenant, au travers de prompts, de commencer à intervenir sur la symbologie de vos cartes, sur la labellisation de vos objets dans vos cartes, ou là, ben, également, au travers de vos prompts, vous tapez, pourrais-tu me représenter la taille de ma population sur ma carte? Automatiquement, il va aller voir dans vos couches de données, il va essayer de trouver le bon champ qui reprend la population, et il va déjà vous attribuer une symbologie, et vous allez pouvoir comme ça interagir et créer une version de carte. Et puis, il y a d'autres assistants qui sont déjà bien en place. Tout ce qui est support, tout ce qui est support a été mis en place dans le site web. Dans le site web, c'est en place depuis la fin de l'été, ici 2024, où vous avez une chatbot ici qui est arrivée, qui va vous permettre de commencer à poser vos questions et de vous demander de gérer, de gérer des réponses ou de gérer des suggestions de résolution de problèmes. Donc ici, par exemple, j'ai une erreur 231 qui est reportée. Il va aller voir dans la documentation automatiquement et il va vous dire quel type d'erreur est lié. Vous avez également une application mobile qui est disponible depuis fin 2023. Vous pouvez installer sur votre téléphone. Pareil, petit chatbot. Vous posez vos questions. Comment puis-je créer, par exemple, ici, des bâtiments en 3D par message d'erreur. Et là, vous allez voir qu'il va vous sortir une proposition de solution pour
créer vos bâtiments en 3D dans ArcGIS. Et vous pouvez interagir avec lui en disant, ben voilà, j'ai des données maintenant de lidar, j'ai des données vecteurs, peux-tu m'adapter le workflow que tu me proposes? Et il vous fera référence également à des liens qui sont disponibles en ligne, de la documentation qui pourrait vous intéresser. Donc c'est un aspect assez intéressant. On a du retour assez positif de pas mal d'utilisateurs là-dessus, parce que c'est vrai que des fois, en termes de documentation, de trouver les informations, on peut aller chercher un peu partout. Ici, l'avantage, c'est qu'on va un peu synthétiser toutes vos ressources ici au travers de cette chatbot. Vous pourriez également très bien lui demander de vous créer un petit script Python qui vous fait certaines opérations. Il va vous sortir les quelques lignes de script Python qui vont vous faire le travail que vous lui demandez. Autre exemple d'IA génératif, dans la génération d'un formulaire Survey 1, 2, 3. Donc c'est disponible actuellement en version bêta. Donc là, si vous avez activé la version bêta et que vous y avez accès, vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez un bouton qui vous permet de lancer la génération d'assistants par IA générative. Alors, vous avez quelques exemples. Et ici, on va lancer un exemple pour lui demander de créer un formulaire qui va reprendre l'état phytosanitaire des arbres. Alors, les langues supportées, c'est peut-être important aussi, les langues supportées dans les interfaces, les prompts ici, pour le moment, je crois qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine de langues qui sont supportées, donc notamment le français, vous le voyez, vous pouvez poser vos questions en anglais. Je pense que l'allemand et le néerlandais, enfin je pense pas, je suis sûr, l'allemand et le néerlandais sont également supportés en Belgique. Donc, il vous génère première suggestion de question. Je lui demande s'il peut me rajouter une autre question qui va me permettre de sélectionner également le type d'arbre sur lequel je vais vouloir faire mon état phytosanitaire. Et ici, il me rajoute la question 8. Oui, ben voilà, je rajoute une liste chêne, érable, sapin, une liste d'arbres. Et après, je lui demande de générer mon formulaire. Il vous génère le formulaire et après, vous basculez dans l'interface web dans laquelle vous avez déjà votre formulaire qui est déjà généré une première fois pour vous. S'il ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de revenir dans le petit menu de chatbot et de lui dire, ben voilà, peux-tu me remodifier le formulaire, m'ajouter un champ, me rajouter une carte, etc. Et il va le faire. Donc c'est une première base qui doit être vue pour les utilisateurs, par exemple, de ChatGPT, qui doit être vue aussi comme un outil d'aide à la création. C'est pas nécessairement un outil qui va vous permettre d'atteindre un formulaire qui va être totalement terminé du premier coup, mais en tout cas, il va vous permettre de sauver pas mal de temps au début dans la création de votre formulaire. Alors, on va passer maintenant sur le module de GeoIA. Sur les modules de GeoIA, actuellement dans Esri, on a plusieurs possibilités de faire de l'extraction d'informations ou de l'analyse de données sur différents types de données. On peut travailler sur de la donnée texte, on peut travailler sur des données vectorielles et sur des données aussi temporelles, en ayant des time series, faire de l'analyse par exemple, de la prédiction. On peut travailler sur des données images, sur des vidéos, sur des points lidar, faire de la classification sur des points lidar par exemple, ça fonctionne pas mal du tout. Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire des démos de tout. Donc aujourd'hui, on a fait une démo, on va faire une petite démo, en tout cas un use case sur de la donnée imagerie qu'on va vous montrer. Avant ça, un gros avantage de l'interface, enfin, des solutions en tout cas qui sont proposées dans Esri, c'est qu'elles s'appliquent à tout type d'utilisateur. Que vous soyez complètement débutant, que vous n'y connaissez rien, que vous soyez data analyst ou data scientist avec des compétences très avancées en machine learning, en deep learning, des compétences en programmation, vous allez trouver votre bonheur un peu partout. Les utilisateurs débutants qui souhaitent juste dans un premier temps déjà voir comment ça se passe, si on peut déjà un peu travailler, il va exister des modèles pré-entraînés pour vous que vous pouvez rapidement récupérer, appliquer sur vos propres données et déjà avoir une première idée d'un résultat. Puis vous évoluez un petit peu plus, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'interaction dans ce que vous faites. Vous allez pouvoir créer vos propres modèles d'entraînement avec vos propres données.
Et puis, vous êtes encore beaucoup plus avancé. Vous allez pouvoir interagir au travers de scripts Python qui vont vous ouvrir aussi encore un nouveau panel, je dirais, de fonctionnalités et de personnalisation, d'accès à ce qu'on appelle des hyperparamètres pour vos modèles d'IA. Vous allez pouvoir, par exemple, vous connecter à ce qu'on appelle ici le TensorBoard, qui est un module qui va vous permettre d'analyser vos statistiques à chacune époque d'entraînement de vos modèles. Donc ça, c'est des choses qui sont très avancées pour des gens qui ont cette capacité et cette bonne compréhension d'analyse de modèles d'apprentissage. Alors, lorsque l'on fait une extraction d'objets sur une image, peu importe, par deep learning, il y a toujours différentes étapes. Première étape, vous allez devoir préparer vos données. Donc moi, je fais toujours un peu la similitude avec, vous avez un nouveau collègue qui s'assied à côté de vous et vous allez vouloir le former à reconnaître des panneaux de signalisation routière qui sont dans la rue. Donc pour ça, il n'y connaît rien. Donc pour ça, ce que vous allez faire, ben, vous allez d'abord récupérer plein de photos de panneaux de signalisation routière, mais aussi d'images qui ne sont pas des panneaux de signalisation routière, panneaux publicitaires par exemple, qui sont mis sur le bord de la route. Et vous allez préparer comme ça toute une bibliothèque d'images que vous allez après lui montrer. Vous allez l'entraîner, vous allez lui dire, regarde, ça, ce sont des images de panneaux de signalisation routière. Et puis une fois que la personne va vous dire, ok, j'ai bien compris maintenant ce que c'est, j'ai le sentiment que je maîtrise la chose, ben vous allez pouvoir l'inviter à faire de la production, donc vous allez vous montrer des nouvelles images sur route, des scans de route par exemple, et vous allez lui demander d'aller reconnaître vos panneaux de signalisation routière. C'est exactement la même chose avec finalement du deep learning, du machine learning, on va faire la même chose. Donc lorsque l'on fait ça, ben, on va passer énormément de temps, dans un premier temps, à préparer nos données. Et cet article qui a été publié dans The Economist montre la distribution du temps humain alloué pour faire des tâches de machine learning. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce qu'on appelle la data préparation, donc je vais préparer mes données pour les montrer à mon collègue, ça occupe 80%, une estimation approximative, du temps humain qu'une personne va passer à préparer ses données. Et le reste va être de l'entraînement, et puis après du fine-tuning de modèles, et puis passer l'outil en production. C'est assez intéressant parce que là, un des gros avantages de la solution Esri, c'est qu'en termes de data préparation, bien avant d'introduire des outils de deep learning dans la solution Esri, il y a déjà des outils dans la solution Esri qui existent pour préparer vos données, pour nettoyer vos données et pour qu'elles soient le plus correctes possible dès le début. Je pense à des outils, par exemple, de topologie, des outils de relations spatiales, des outils de contrôle attributaire, et on vous permettre de déjà être sûr que le set de données que vous préparez en amont est prêt, est propre, et va vous permettre d'entraîner un bon modèle. C'est aussi une étape, comme elle est très consommatrice de temps, dans laquelle l'usage de modèles pré-entraînés vous permet simplement de vous concentrer vraiment sur les derniers pourcents et directement de passer en production. Donc, vous sauvegardez énormément de temps. Alors, donc, première étape, si vous voulez vous lancer, une bonne suggestion, c'est de partir sur des modèles pré-entraînés. Alors, il en existe plusieurs qui sont accessibles en ligne, qui vont s'attaquer à de l'image, de l'extraction d'objets sur image, déjà de la classification de nuages de points, aériens ou mobile, sur du floutage d'images, de plaques d'immatriculation, sur de la classification de pixels, etc. Donc, si vous voulez demain vous lancer, ben, vous allez dans le Living Atlas, donc qui est là, cette bibliothèque de modèles préentraînés, dans laquelle vous allez avoir toute une liste de modèles préentraînés. Vous allez pouvoir voir dans quoi ils existent, c'est sur de données lidar, de l'imagerie, etc. On va prendre le cas ici des éoliennes. On a trouvé un modèle qui nous intéressait. Je souhaite faire de l'extraction d'éoliennes sur des images. Et donc là, directement, vous vous connectez. Vous avez accès aux licences dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser ce module. Important, input, les données d'entrée qui vont être attendues par votre modèle pour pouvoir réaliser de la production.
quelques statistiques et une visibilité sur le résultat. Donc là, vous pouvez récupérer, télécharger un fichier DLPK, donc un Deep Learning Package, que vous allez simplement récupérer sur votre PC. Vous basculez dans votre ArcGIS Pro, dans votre toolbox, un petit outil, Detect Object Using Deep Learning. Vous choisissez l'image sur laquelle vous souhaitez appliquer votre modèle de Deep Learning. Vous le sélectionnez. Vous choisissez où vous voulez sauvegarder vos résultats. Vous avez accès à quelques paramètres déjà, quelques arguments, mais vous pouvez les laisser dans standard si vous lancez pour une première fois. Vous lancez le modèle et très rapidement, vous avez des premiers résultats. Premier résultat ici visible en rose, où vous allez avoir vos polygones d'éoliennes. Vous ouvrez la table d'attributs. Vous avez un niveau de confiance, un attribut qui va vous donner le niveau de confiance avec lequel l'objet a été extrait, et la classe, donc ici, ce ne sont que des éoliennes qui ont été extraites. Première façon de faire très rapidement, finalement, de vous lancer, finalement, dans le deep learning. Alors, au-delà de ça, le deep learning dans ArcGIS Pro, c'est quoi? C'est dans le menu, via le menu imagerie, un petit outil, une petite toolbar, Deep Learning, dans lequel vous allez avoir principalement 3 boutons. Un bouton qui va vous permettre de faire de la labellisation des objets, donc de préparer les données en amont. Après, d'entraîner vos modèles. Et puis après, vous allez voir, on va le voir un peu plus tard, de revoir la qualité de vos modèles, de la qualité de vos modèles qui ont été entraînés. Et puis après, vous avez toute une suite d'outils aussi qui sont disponibles au travers des toolbox, et là, qui sont séparés en fonction des données que vous avez traitées en entrée. Alors, la première étape, quand vous allez vous lancer, ça va être de labelliser vos données, c'est-à-dire de préparer vos données en entrée. Donc de dire, là j'ai des panneaux publicitaires, là j'ai des panneaux par exemple de signalisation routière, là j'ai des éoliennes, si on reprend des éoliennes. Vous avez 3 façons principalement de faire. La première façon de faire, vous partez d'une feuille blanche, j'ai 0 données chez moi, dans mon organisation, et je vais m'amuser à commencer à dessiner manuellement toutes mes éoliennes que j'ai sur une image, et tous ces petits polygones que je vais dessiner autour de mes éoliennes vont être utilisés pour entraîner mon modèle. C'est le mode full manuel, vous avez 0 données, c'est le mode qui va être le plus consommateur de temps, mais qui vous permet d'avancer en autonomie. Deuxième mode, vous avez toute une base de données, vous êtes l'IGN, j'ai ma base de données de bâtiments qui couvre toute la Belgique, je voudrais utiliser en fait déjà cette base de données pour entraîner mon propre modèle de données. On va le voir après. On a une petite vidéo qui vous montre comment le faire en important vos propres données. Et puis, troisième module, un module qui est tout récent, qui est basé sur de la reconnaissance automatique sur des images. Donc, toujours au travers de cette même fenêtre de labellisation, ce même menu de labellisation, vous allez avoir la possibilité, ici, dans un petit prompt, de lui dire quel type d'objet vous voudriez qu'il essaye d'extraire, déjà de contourer automatiquement. J'extrais des arbres, j'extrais, pardon, des avions, et des arbres, je lui demande d'extraire des avions des arbres, et donc automatiquement déjà, il va essayer de retrouver des avions dans l'image que vous avez choisi d'utiliser dans votre labelling. C'est super intéressant, ça vous permet de gagner du temps. Par contre, il reste quand même souvent une étape qui va être d'aller revérifier quand même les objets qui ont été détectés automatiquement, est-ce qu'ils sont vraiment tous valables ou pas. Alors, si vous travaillez avec vos propres données, la première chose que vous allez devoir faire, c'est rajouter 2 attributs dans vos données. Un attribut class name, un attribut class value. L'attribut class name va reprendre le nom de l'objet, le nom de la classe que vous allez vouloir extraire. Ça doit être un string, un texte. Et puis, un attribut class value qui est un identifiant unique, entier, qui fait référence à une seule et même classe. Une fois que vous avez créé ces 2 attributs, vous avez fait le plus gros pour utiliser vos données. Ici, on a une couche Windmills for Labeling qui est utilisée. On voit qu'on a plein d'éoliennes qui ont été déjà, que j'ai dans ma propre base de données, dans mon organisation, et je vais l'utiliser pour labelliser mes données. Donc, première chose, j'ouvre mon outil de labeling, je choisis l'image sur laquelle je vais choisir de préparer mes données. J'ai la possibilité éventuellement de créer un schéma, ça c'est surtout intéressant pour
si vous allez commencer à devoir les dessiner à la main. Ici, je le fais pour l'exemple, on l'a fait pour l'exemple. Et donc là, ici, vous voyez, on va importer notre classe de polygone avec toutes nos éoliennes qu'on a utilisées pour l'entraînement. Je désactive la couche que j'ai utilisée et vous allez voir que toutes mes petites éoliennes, là, elles ont des petits polygones de couleurs différentes. Ici, on a un bleu, là, on va avoir un rose qui correspond à ce qu'il y a en bas à droite dans la fenêtre, nos petits polygones. Donc ici, on a toutes nos éoliennes, nos polygones d'éoliennes présents dans une base de données qui ont été importés et qu'on va utiliser pour labelliser nos données. Et après, il suffit simplement de faire un export de nos données d'entraînement qui vont être un premier outil, enfin, qui vont être la base pour pouvoir entraîner notre modèle. Une fois que c'est fait, on exporte nos imagettes. On va avoir deux répertoires qui se créent, suivant le type de format qu'on choisit. Un répertoire images, dans lesquels, là, on va avoir des petites imagettes qui vont être créées. Et sur chacune des imagettes, on va avoir un petit morceau d'éolienne, une éolienne complète qui va être là. Et ces petites imagettes vont être utilisées donc, pour entraîner le modèle derrière. Et derrière ça, on a aussi un répertoire dans lequel on a des labels qui sont une sorte de masque, une sorte d'image binaire, pour montrer au modèle là où effectivement il y a un bâtiment, une éolienne dans la petite image. On lance notre outil d'entraînement, on choisit le répertoire dans lequel on a sauvegardé toutes nos données labellisées, on choisit le nom de notre modèle l'endroit où on va écrire notre modèle en sortie. Et après, on a la possibilité de pouvoir aller déjà commencer avec des fonctionnalités de type basique. Donc, je vais simplement lui laisser gérer tous les hyperparamètres d'entraînement de mon modèle, ou alors possibilité d'aller dans une fonctionnalité avancée où déjà là, on va pouvoir commencer à un peu fine-tuner certains hyperparamètres pour optimiser les entraînements. Une fois que l'entraînement est fait, il est terminé, et c'est l'étape la plus consommatrice en termes de temps machine. Étape suivante, vérifier la qualité des modèles que vous avez entraînés. Donc pour ça, il y a différentes fonctionnalités. Vous avez un petit bouton, la Review Deep Learning Model, qui va vous permettre simplement d'aller charger un modèle qui a été entraîné et de vérifier différents indicateurs pour voir si votre modèle a été bien entraîné. S'il y en a un premier modèle, par exemple, qui n'a pas du tout été bien entraîné, celui là est déjà un peu mieux. Et on a la possibilité de les charger. On a aussi la possibilité de les exporter, tous ceux qu'on a apportés là, et d'en créer un rapport qui va au format HTML, qui va nous permettre de comparer un peu les résultats de tous nos modèles entraînés et de voir finalement quel est le meilleur. C'est assez intéressant parce qu'il y a quand même une chose qui est toujours importante, c'est que l'entraînement des modèles, c'est beaucoup de l'essai-erreur. Donc, pour arriver à avoir des bons modèles, vous allez beaucoup devoir faire varier des hyperparamètres et jouer dessus pour arriver à définir quel est votre meilleur modèle. Donc, pour avoir cet outil qui fait ça, c'est vraiment très intéressant. Puis, une fois que c'est fait, vous pouvez l'appliquer sur une nouvelle image. Donc, dès que c'est fait, vous choisissez votre image, votre zone d'intérêt, vous choisissez votre modèle ici sur lequel que vous avez sauvegardé et vous appliquez votre inférence, donc votre extraction d'objets sur des nouvelles images. Voilà. Donc ça, c'était un exemple assez rapide d'extraction d'objets que l'on peut faire sur des images. Donc, comme je l'ai dit en amont, on peut faire d'extraction sur des nuages de points LiDAR, de la classification, de faire de l'analyse de données. Ça peut faire l'objet d'autres webinaires si vous le souhaitez, si le besoin est là. Alors, si vous voulez vous lancer demain dans des activités de deep learning, première chose à faire, vérifier que vous avez une installation qui est conforme et qui va vous permettre de vous lancer. Alors pour ça, il y a une page web qui vous permet de récupérer un petit fichier à installer sur votre PC et qui va vous installer toutes les librairies Python dans votre environnement par défaut, vous permettant d'entraîner du deep learning. Vous ne lancez pas dans une installation manuelle. Il y a plus de 200 librairies qui sont installées au travers de ce petit module.
qui sont dépendantes de vos versions de Python, de vos versions d'Argis Pro, donc de votre version de Python. Je vous recommande vraiment de passer par cet outil, de récupérer l'installateur et de lui laisser installer dans l'environnement par défaut Python de votre Argis Pro les bonnes librairies. Quelle licence, quelle extension avez-vous besoin pour faire du deep learning dans la solution Esri? Alors, si vous travaillez dans l'environnement ArcGIS Pro, un ArcGIS Image Analyst, c'est l'extension minimale pour pouvoir commencer à travailler. Si vous voulez également pouvoir le faire sur des nuages de points, l'extension 3D Analyst est aussi nécessaire. Si vous voulez travailler dans un environnement enterprise ou un environnement online, alors là, vous allez avoir besoin de l'extension Image Server ou Image for ArcGIS Online. Et dans l'environnement Enterprise, il va vous permettre également, lorsque vous l'avez installé, il va vous permettre aussi d'avoir accès, en tout cas à partir de la version 11.0 de mémoire, 11.1, d'installer le Deep Learning Studio. Alors le Deep Learning Studio, c'est une petite interface web qui va vous permettre de mutualiser euh, les efforts par exemple, de labellisation entre plusieurs utilisateurs. Vous allez pouvoir, à plusieurs utilisateurs, commencer à venir dessiner des polygones d'intérêt et de mutualiser l'effort dans un seul et même environnement. Alors, quelques liens utiles. Des liens utiles pour installer la chatbot. On avait mis le QR code au tout début. Si vous n'avez pas la possibilité, ce sera refourni ici. Je pense que c'est lundi. En général, on envoie un mail avec tous les liens utiles. Un lien également vers la page qui reprend les modèles pré-entraînés. Quelques trainings aussi qui vous permettent de vous lancer dans l'IA dans l'environnement Esri. Et puis de la documentation vers le Deep Learning Studio, si ça vous intéresse et si vous êtes déjà à ce niveau-là. La documentation classique aussi pour accéder à différentes ressources. Chez nous, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Vous savez simplement que vous avez toujours des possibilités de suivre aussi des formations en ligne qui sont assez bien faites, des fois qui sont même qui peuvent être très avancées par rapport à ce qu'on peut produire en standard. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Voilà. Ça termine un peu la session d'aujourd'hui. Je vous invite, avant de passer à la suite, à poser vos questions dans le module Q&A, si vous en avez. Il n'y a pas encore de questions qui sont arrivées, mais c'est le moment, si vous en avez, posez-les. Le prochain webinaire qui sera organisé le 20 décembre, un peu avant Noël, sera sur la thématique des images, de l'imagerie orientée. On montrera un peu comment exploiter l'imagerie orientée au sein de l'environnement ArcGIS, que ce soit dans le web ou dans ArcGIS Pro. Prochaine formation aussi, 3 du 12, ArcGIS Online, les processus essentiels. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore des places. Les 3 Days qui arrivent prochainement, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. En Wallonie, c'est prévu pour le 14 novembre, comme les années précédentes, à la ferme de Profondval. Si vous voulez, vous pouvez pas y participer, les 3 Days au Luxembourg sont aussi organisés, sont aussi en français, ce sera une semaine après le 21 novembre. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas ou qui préféraient assister à la séance en néerlandais, elle est organisée cette année à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles, tout près du site de Tour et Taxi, le 28 novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas si on peut vous aider, que ce soit à vous lancer dans ce module-là. On a une équipe maintenant de plusieurs personnes qui nous plongeons depuis quelques mois maintenant dans le deep learning. Si on peut vous orienter, vous guider, vous aider dans vos premiers pas, on est là pour ça. Contactez-nous ou contactez votre account manager
qui vous renseignera un peu comment faire.